Good evening, everybody, and welcome to today's Washington Institute Virtual Policy Forum, the latest in our counterterrorism lecture series, with French counterterrorism coordinator and intelligence coordinator, Laurent Nunez. It's a pleasure to have you here. Today we'll be discussing contending with new and old threats, a French perspective on counterterrorism. The United States and France are long-standing partners in the field of counterterrorism. Both played prominent roles in the territorial defeat of the Islamic State in Iraq and in Syria, and they also cooperate closely in the Sahel. In the context of today's evolving domestic and international terrorism threats, the Washington Institute is very pleased to announce today's event with Laurent Nunez, one of France's most senior and experienced security officials, to discuss his country's counterterrorism priorities and prospects for transatlantic cooperation. Mr. Nunez has served as France's National Coordinator for Intelligence and Counterterrorism since 2020. His office is part of the French presidential administration and coordinates the French intelligence community, police, and judicial services involved in counterterrorism matters. Previously, he served in a wide array of government positions, including junior minister and head of the DGSI, the agency in charge of domestic security and intelligence issues. Mr. Nunez, thank you so much for taking the time during your visit to Washington to have this event with us. And I turn the floor over to you for your opening remarks. For our viewers, if you scroll to the right bottom of your screen, you will have the option of hearing today's event either in English or in French, and you will have the ability to send in questions via the Q&A function. Mr. Nunez, the floor is yours. Thank you in advance. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je vous remercie d'abord pour votre accueil ici au Washington Institute. Je suis évidemment heureux de pouvoir profiter de mon passage dans la capitale américaine pour échanger avec la communauté des experts que vous représentez. Et Washington est connu pour être riche en débats et je ne doute pas que ce soir notre débat sera très riche. Vous l'avez souligné à juste titre, le partenariat entre la France et les États-Unis en matière de lutte antiterroriste est un partenariat historique. Nous avons pu avoir des divergences d'appréciation politique, ça a été le cas au moment de la guerre en Irak en 2003, mais quand il s'agit d'être solidaire pour la protection de nos territoires, de nos concitoyens, nous avons toujours répondu présent, à l'image de la réaction française après le 11 septembre ou de la réaction américaine après les attentats de 2015 en France. Donc ma visite s'inscrit ici à Washington dans un contexte particulier, après l'annonce de l'alliance AUKUS le 15 septembre dernier, cette annonce qui a ouvert une crise sérieuse entre nos deux pays, et nos présidents ont souhaité que des conversations, des discussions bilatérales soient engagées pour dépasser cette crise, et c'est évidemment dans ce cadre-là que je suis à Washington en ce moment. Donc, pour répondre à votre question, à vos questions, il me paraissait important donc d'axer mon développement finalement autour de 4 points, revenir sur ce qu'est la menace terroriste aujourd'hui en France, en précisant évidemment pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient que la situation de la menace terroriste en France finalement n'est pas tellement différente de celle que l'on retrouve dans l'ensemble des pays l'ensemble des pays européens, donc j'aurai l'occasion d'y revenir. Deuxièmement, je vous présenterai ce qu'a été la réaction, le dispositif qui a été mis en place ces dernières années par les autorités françaises pour faire face à la menace terroriste. Et puis, je dirais un mot de ce qu'est actuellement la résilience, évidemment, de la société française face au terrorisme. Et enfin, je développerai la question de la coopération transatlantique entre la France et les États-Unis en matière de lutte contre le terrorisme. En premier lieu, concernant la menace terroriste sur le territoire français, cette menace, comme vous le savez, est toujours très élevée. En réalité, elle est toujours très, très élevée. Nous avons été victimes
en 2015 en France, en 2016 en Belgique, d'attaques qui ont été des attaques projetées d'individus djihadistes qui venaient de Syrie, d'Irak, pour nous attaquer. 2015, 2016. Donc rapidement, des dispositifs se sont mis en place pour enrayer ce type d'attaque. J'y reviendrai quand je présenterai les mesures qui ont été mises en œuvre. Et aujourd'hui, ce à quoi nous avons à faire face, euh, c'est plutôt une menace qui est portée par des individus qui sont plutôt isolés, qui sont présents sur le territoire français et qui vont passer à l'action en s'inspirant de la propagande de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, qui les incite à passer à l'action au plus près de chez eux et sur le territoire national. Et aujourd'hui, la plupart des attaques que nous avons eu à subir en France relèvent de cette catégorie-là. Il y a encore quelques années seulement, 2016-2017, on parlait de menaces inspirées, c'est-à-dire c'était des individus qui passaient à l'action sur le territoire national et qui étaient télécommandés par des individus qui étaient présents en Syrie, en Irak et qui étaient membres de l'État islamique. Aujourd'hui, ces individus agissent même de manière totalement autonome. Ils n'ont même plus de relation, de contact avec des individus qui sont en Syrie ou en Irak. Évidemment, pour les services de renseignement, la détection de ce type de menace est devenue de plus en plus difficile, car ces individus qui passent à l'action au plus près de l'endroit où ils vivent, en s'inspirant encore une fois de la propagande d'Al-Qaïda et de l'État islamique, en général, ne sont pas connus des services de renseignement. Ils se radicalisent très peu de temps avant de passer à l'action et ils ne sont pas connus des services. Donc, ils ne font pas l'objet de dispositifs de suivi spécifiques. Et c'est évidemment le défi qui est devant l'action des services de renseignement. C'est ce à quoi doivent répondre les services de renseignement. Je disais que la menace est identique dans d'autres pays européens. D'autres pays européens sont effectivement concernés par ce type de menace que nous appelons dans le jargon des services de renseignement la menace endogène, de type endogène. Euh, pour autant, la menace exogène, la menace projetée, même si elle nous semble moins probable, nous continuons à considérer qu'il faut évidemment lui accorder toute l'attention des services de renseignement. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Et pour plusieurs raisons, et c'est en cela que la coopération entre les services de renseignement de tous les pays, et notamment la coopération entre les services de renseignement français et américains, est absolument important et fondamental. C'est que la menace projetée, il faut toujours la prendre en considération parce que nous savons très bien qu'en Syrie, en Irak, l'État islamique continue, survit certes dans la clandestinité, mais continue à agir, à commettre des attentats sur zone et continue à avoir probablement des velléités de projection en Occident pour commettre des actes terroristes. Une deuxième source d'inquiétude au niveau des menaces projetées concerne un certain nombre de combattants qui ont été présents en Syrie, en Irak, et qui ont pu rentrer dans leur pays d'origine, dans des secteurs où ils n'ont pas toujours été judiciarisés et où ils continuent à constituer des menaces, évidemment que nous suivons avec les services de renseignement des États concernés, mais il faut être extrêmement vigilant. Et on pense évidemment à la zone des Balkans ou à la zone du Maghreb qui continue à susciter toute notre attention parce qu'un certain nombre d'individus ont pu revenir de Syrie et d'Irak et séjournent actuellement dans ces territoires. Et puis, de par le monde, se développe un certain nombre de foyers djihadistes. Donc, nous parlions de la Syrie, de l'Irak, mais nous savons également que c'est le cas au Sahel, hein, nous y reviendrons, où les forces présentes, qu'il s'agisse d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, évidemment, subissent donc l'action qui est menée par les forces françaises, par les forces locales, mais continuent évidemment d'exister sur ces territoires. Puis nous avons d'autres foyers. Nous parlerons sans doute également de l'Afghanistan, mais également du Mozambique. Voilà. Donc il faut qu'on soit extrêmement attentif à tous ces foyers djihadistes qui existent de par le monde et qui peuvent constituer évidemment des bases de projection vers des attaques vers la France ou l'Europe. Et donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur le suivi de ces
différents foyers. Vous dire un mot également, hein, donc on parle beaucoup de menaces terroristes islamistes sunnites, donc endogènes, exogènes, mais bien avoir à l'esprit également que nous sommes attentifs à d'autres types de menaces terroristes, dont certaines sont bien connues ici aux États-Unis, mais que nous commençons à voir se développer dans nos démocraties occidentales européennes, et c'est notamment le cas en France. Il s'agit de menaces terroristes qui proviennent des mouvances d'ultra-droite ou d'ultra-gauche. Et donc là, pour nous, c'est un sujet d'attention, puisque ces dernières années, ce sont 6 cellules, 6 groupes clandestins d'ultra-droite qui ont été démantelés grâce à l'action des services de renseignement, qui avaient des velléités de passer à l'action violente, avec comme projet, hein, le projet de ces groupuscules, souvent d'ailleurs sous fond de plus en plus de complotisme, leur projet, c'est de porter atteinte évidemment aux institutions démocratiques représentatives, renverser le pouvoir pour des raisons diverses ou variées. Pour certains groupes, c'est pour assurer, c'est pour se substituer à un État qui juge défaillant face à la menace islamiste. Pour d'autres qui évoluent sur fond de complotisme, il va s'agir de s'en prendre à un État qui finalement en veut à sa propre population. Et donc on voit ce type de groupuscule monter en puissance, à l'instar de ce qui se passe ici aux États-Unis. On voit ce type de groupuscule monter en puissance en France. Donc 6 groupes qui ont été démantelés. Donc c'est un nombre qui est quand même conséquent. Ça concerne encore une minorité de personnes, mais il faut qu'on soit extrêmement attentif. Et les caractéristiques de ces groupes sont très proches de ce qu'on observe aux États-Unis, c'est-à-dire que ce sont des groupes qui évoluent dans la clandestinité, et qui, très rapidement, ont des velléités de passer à l'action violente. Et généralement, ce sont des actions qui sont des actions de type terroriste qui sont envisagées. Et en France, pour les 6 groupes dont je parle, c'est le parquet national antiterroriste qui a été saisi. Même remarque pour l'ultra-gauche, où en France, à la fin de l'année 2020, nous avons eu un groupe qui a été démantelé, qui avait des velléités de passer à l'action violente de caractère terroriste. Voilà, donc services de renseignement en France qui s'intéressent évidemment à toutes ces menaces et pour lesquelles il y a besoin d'un partenariat avec leurs homologues des autres services de renseignement. Euh, Deuxième point de mon développement, je vais essayer d'aller assez vite pour laisser beaucoup de place aux questions, c'est le dispositif qui a été mis en place en France pour faire face à cette menace terroriste. Ce dispositif, il a conduit à renforcer en réalité significativement les moyens des services de lutte antiterroriste et notamment des services de renseignement français qui ont vu leur effectif augmenter significativement, leur budget augmenter significativement, et puis leurs moyens juridiques également augmenter de manière accrue. Concernant les effectifs, hein, depuis l'élection du président de la République, depuis 2017 et jusqu'à la fin du quinquennat, ce sont un peu moins de 2000 personnes qui vont être recrutées ou qui ont été recrutées dans les services de renseignement. Au total, hein, sur toute la période depuis 2017-2018, les effectifs des services de renseignement français ont progressé de plus de 20%, donc ce qui est évidemment tout à fait significatif. Et nous avons des hausses budgétaires qui sont également tout à fait significatives et qui permettent de renforcer les moyens techniques des services de renseignement. Et donc, qui dit moyens techniques, comme vous le savez, dit capacité d'appréhender beaucoup plus de renseignements, beaucoup plus d'informations. Et donc, cet effort, il a concerné tous les services de renseignement. Évidemment, les services de renseignement intérieurs, mais également les services de renseignement extérieurs, et notamment la Direction générale de la sécurité extérieure, qui en France relève et dépend du ministère des Armées. Et puis, il y a eu des dispositions législatives qui ont été adoptées, qui permettent d'assurer un meilleur suivi des individus qui sont radicalisés et susceptibles de basculer dans l'action terroriste. Et nous avons notamment une loi qui a été adoptée en France en octobre 2017, qui est la loi qui nous a permis de sortir de l'état d'urgence et qui prévoit des mesures que je pourrais évidemment détailler en répondant à vos questions, mais qui permet par exemple de procéder à des visites domiciliaires au domicile d'individus
suspectés de vouloir commettre des actions violentes, qui sont autorisés par un juge judiciaire et qui permettent de lutter efficacement comme le terrorisme, ou des mesures de police administrative, de contrôle et de surveillance d'individus qui sont soupçonnés d'avoir des velléités de passer à l'action violente. Donc une loi, un dispositif également de coordination, de coopération renforcée qui a été voulu par le président de la République et dont j'ai la charge de l'animer sur le territoire national français. Dispositif de coopération, ça veut dire que nous demandons aux services de renseignement de fluidifier les échanges d'informations entre eux. Coordination internationale également, hein, donc depuis 2001, depuis le 11 septembre, les échanges d'informations entre services de renseignement des différents États ont augmenté de manière significative. Et puis depuis 2015, cet accroissement dans l'échange d'informations, il a encore été démultiplié. Et aujourd'hui, la coopération internationale en matière de lutte antiterroriste, elle est portée à un très haut niveau. Il faut le rappeler, les échanges d'informations se font de manière extrêmement fluide et c'est une nécessité absolue en matière de terrorisme. Et en tout cas, la France, pour ce qui la concerne, participe évidemment à cet échange d'informations. Et puis, le renfort de l'action qui est menée en matière de terrorisme, il est aussi conduit au niveau de l'Union européenne. Alors, évidemment, l'Union européenne n'a pas de compétences en matière de sécurité nationale, de lutte contre le terrorisme. Il n'y a pas de compétences. En revanche, l'Union européenne est compétente pour fournir aux États membres un certain nombre d'outils juridiques. Et c'est dans ce cadre-là qu'ont été adoptées plusieurs réglementations qui s'appliquent sur dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne et qui prévoient, par exemple, des réglementations en matière de détention d'armes, d'explosifs ou en matière de circulation des personnes. Et c'est ainsi qu'a été instauré un fichier de suivi des déplacements des individus qui s'appelle le système d'information Schengen et qui permet de tracer les déplacements des individus qui sont notamment connus pour des faits de terrorisme et de pouvoir mieux les repérer et mieux les identifier. C'est autant de dispositifs qui sont extrêmement importants. L'ensemble des dispositifs qui ont été mis en œuvre nous ont permis, depuis 2017, de déjouer 36 attentats terroristes islamistes sunnites. Et comme je le disais, 6 attaques, 6 cellules clandestines démantelées pour ce qui est de l'ultra-droite et une pour l'ultra-gauche. Voilà, donc il nous faut être extrêmement vigilants. Les services de renseignement le sont et ont obtenu les résultats que je viens de citer. Une précision également, c'est que ce dispositif que nous avons souhaité renforcer depuis 2017, cet accroissement des compétences juridiques des services de renseignement, cet accroissement des compétences techniques des services de renseignement, s'est fait dans la plus grande proportionnalité, dans le respect de l'état de droit. C'est-à-dire que les services de renseignement français sont soumis à des contrôles dans le développement de leur action. Ce contrôle est notamment exercé par la délégation parlementaire au renseignement, qui est un organe qui réunit des parlementaires de l'Assemblée nationale française et du Sénat, et qui contrôle l'action des services de renseignement, et qui vient de rendre public d'ailleurs son rapport annuel en France. Et puis, les services de renseignement, lorsqu'ils mettent en œuvre des techniques de renseignement, sont soumis au contrôle d'une autorité administrative indépendante qui s'appelle la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui assure un contrôle exhaustif des techniques qui sont mises en œuvre. Donc, tout ça pour dire que la lutte antiterroristes, les pouvoirs qui ont été conférés aux services de renseignement sont équilibrés par une proportionnalité qui est recherchée dans l'action qui est mise en œuvre. Et donc, les démocraties ne tombent pas dans le piège que tendent les djihadistes, qui est de basculer dans une forme de totalitarisme. Au contraire, donc toutes les mesures qui sont mises en œuvre sont parfaitement encadrées en droit. Et d'ailleurs, au Parlement français, au cours de l'été dernier, les pouvoirs de contrôle et de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ont été renforcés. Voilà ce que je voulais dire sur ces 2 premiers points, à la fois l'état de la menace, le dispositif qui est mis en œuvre pour y faire face. Le défi qui s'ouvre devant nous en matière de prévention de la menace terroriste, nous avons vu que nous avons un dispositif juridique qui est rodé, une coopération internationale qui fonctionne à très bon niveau, qui nous permet
de considérer qu'il faut être vigilant sur les attaques projetées, mais qu'elles sont moins probables. Le défi qui est devant nos services de renseignement aujourd'hui, mais je crois que c'est aussi le cas des services de renseignement aux États-Unis avec la menace dite domestique, avec des individus aussi qui peuvent passer à l'action sans avoir forcément été identifiés préalablement par les services de renseignement. Le défi qui est devant nos services aujourd'hui, c'est d'être en capacité d'identifier ces auteurs d'actes terroristes qui ne sont pas connus des services et qui vont passer à l'action en un temps très rapide, avec une grande détermination. Et là, c'est le challenge qui s'ouvre devant nos services. Je le disais tout à l'heure, je le redis, c'est quelque chose qui va être extrêmement important. Évidemment que nos services réfléchissent ensemble sur cette question, comment détecter ces individus qui, encore une fois, inconnus et qui passent rapidement à l'action, qui parfois ne laisse des traces finalement que sur le numérique, que sur le net. Et donc, ça pose évidemment la question, ça pose les questions des réflexions que nous devons avoir sur le développement des algorithmes, de la contribution que doivent peut-être sans doute apporter les plateformes à la détection de ces individus. Voilà, tout ça, ce sont des chantiers qui s'ouvrent devant nous, auxquels nous travaillons et pour lesquels le partenariat entre États me semble absolument indispensable. Je sais que plusieurs des auteurs d'attaques aux États-Unis qui s'inscrivent dans la mouvance d'ultra-droite n'étaient pas, eux non plus, forcément connus des services. Et donc, c'est vraiment le challenge qui est devant les services actuellement. Troisième point que je voulais développer rapidement, c'est évidemment la résilience qui est celle de la société française, et de nos sociétés finalement, de nos démocraties occidentales, françaises, américaines, européennes, face à la menace terroriste. C'est la grande dignité, évidemment, que l'on constate après chaque attentat, la grande mobilisation que l'on constate dans nos pays après chaque attaque. Et c'est quelque chose qu'il faut souligner au moment où se déroule, comme vous le savez, en France, le procès de l'attaque du 13 novembre 2015. Donc ce procès s'est ouvert maintenant il y a quelques semaines et donc le 13 novembre 2015 avec une attaque terroriste au Bataclan, donc qui est une salle de spectacle parisienne, aux abords du Stade de France, qui est le stade de football, un des 2 stades de football parisiens, à Saint-Denis, et puis sur des terrasses de café. Donc nous avons eu une attaque terrible et en ce moment le procès a lieu et beaucoup de personnes qui ont été victimes de ces attaques, qui ont été souvent gravement blessées, viennent témoigner et on ne peut être que frappé par leur force, leur dignité, leur humanité et en même temps la résilience dont ils font évidemment la démonstration. Dans quelques jours dans quelques jours, nous serons à l'anniversaire de l'assassinat également du professeur Samuel Paty, qui avait été assassiné donc aux abords de son collège, donc qui était un enseignant, et c'est évidemment une action terroriste qui a été extrêmement traumatisante pour le pays. Mais malgré cela, la population française a fait corps et a témoigné de tout son soutien unanime à l'institution scolaire. Et donc cette résilience qui est la nôtre, c'est quelque chose qui est extrêmement fort face à la menace terroriste, de ne jamais se laisser embarquer là où veulent nous amener finalement les terroristes, c'est-à-dire dans la haine et dans la division. Et nos démocraties surmontent ces obstacles et nous devons évidemment aux victimes du terrorisme d'avoir toujours cette même détermination à empêcher les auteurs de passer à l'action, à les détecter, les déceler et les empêcher de passer à l'action. Évidemment, à ce moment, je veux avoir, comme nous tous, j'en suis sûr, une pensée pour toutes les victimes du terrorisme, pour ce qui est du territoire national français, particulièrement en ce moment où se tient le procès dont je parlais et à l'approche du premier anniversaire du terrible assassinat du professeur Samuel Paty. Et puisque nous parlons de cet attentat qui a ciblé, visé le professeur Samuel Paty, j'en profite pour ouvrir, si vous m'y autorisez, une parenthèse sur une politique que nous menons en France et dont on peut penser qu'elle suscite parfois beaucoup d'incompréhension, notamment dans les pays anglo-saxons ou dans les pays musulmans. C'est
la politique qui est menée en matière de lutte contre le séparatisme islamiste. Euh, je voudrais en dire un mot parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important dans l'action qui est menée en France jusqu'en 2017-2018. Finalement, tous les dispositifs que nous avons mis en place visaient principalement à lutter contre la radicalisation violente. C'est-à-dire qu'on cherchait, et on continue à le faire d'ailleurs, comme je viens de l'expliquer, mais on cherchait et on cherche plutôt à identifier les individus qui sont susceptibles de passer à l'action terroriste et donc à commettre des attentats. Et tout le dispositif visait donc à identifier, à détecter et à entraver, après évaluation, des individus, plutôt des individus. Et nous avons souhaité, le président de la République a impulsé cette politique à partir donc, dès la fin de l'année 2017, dès le début de l'année 2018, impulser également une politique qui visait à identifier toutes les formes de radicalisation, donc y compris celles qui ne s'exprimaient pas directement, qui ne recherchaient pas directement une traduction violente, mais qui conduisaient à considérer que finalement, les lois religieuses pouvaient être supérieures aux lois de la République. Mais dit comme ça, avec un certain nombre de conséquences, évidemment, avec un certain nombre de conséquences, et parmi lesquelles le fait de ne pas respecter le principe d'égalité homme-femme, le fait de constater sur certains territoires qu'on pouvait déscolariser des enfants pour les inscrire dans des établissements religieux qui ne professaient que des cours religieux très en décalage avec ce que doit être le programme de l'éducation nationale, le fait de revendiquer et d'imposer l'organisation de services publics en fonction de règles religieuses, non pas en fonction des règles républicaines, par exemple avec des fréquentations qui pouvaient être différentes entre des temps de fréquentation des services publics qui pouvaient ne pas être les mêmes entre les femmes et les hommes. Ce pouvaient être également des atteintes à la liberté d'expression, la liberté d'expression qui est fondamentale dans nos démocraties et qui peut aller évidemment jusqu'au blasphème. Et ça pouvait être évidemment le fait de porter atteinte à la liberté d'expression. Et donc, une partie de la politique qui a été menée en France et qui est menée actuellement en France vise chaque fois qu'est constatée cette politique séparatiste qui vise à considérer que la loi religieuse l'emporte finalement sur les lois de la République et qu'on en tire un certain nombre de conséquences qui tombent sous le coup de la loi, qui sont donc répréhensibles, eh bien chaque fois que c'est le cas, nous agissons. Et nous le faisons en grande partie à la demande puisque en l'occurrence on parlait de l'islam, mais nous le faisons en grande partie à la demande de la très grande majorité des musulmans qui demandent évidemment cette clarification et cette lutte contre ce séparatisme politique. Et nous le faisons également aussi parce que cette forme de séparatisme, cette forme de radicalisation peut parfois aller jusqu'à l'action violente et on ne peut pas le négliger. Et justement, je voulais ouvrir volontairement cette parenthèse au moment où je parlais de l'assassinat du professeur Samuel Paty, assassinat terroriste encore une fois. J'ouvrais volontairement cette parenthèse parce que dans cet attentat, dans cette attaque, en réalité, ce que nous avons constaté, c'est que c'est une attaque terroriste, mais qui a porté sur un enseignant qui était au cœur d'une polémique qui avait été soulevée par l'islam politique autour d'un cours qu'il avait donné sur la liberté d'expression. Et on a vu dans cette attaque terroriste que finalement, le séparatisme et l'islam politique pouvaient désigner une cible à des individus terroristes. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc ce lien entre une forme de radicalisation qui ne s'inscrit pas forcément immédiatement dans une radicalisation violente et des actions terroristes, il existe et il faut le prendre en compte. Et dans l'action que nous menons en France pour lutter contre le séparatisme, il y a aussi cette dimension. Je m'empresse de dire évidemment que cette action, elle vaut pour toutes les religions, elle vaut chaque fois qu'on va considérer que finalement les lois religieuses l'emportent sur les lois de la République et qu'on doit en tirer des conséquences répréhensibles. Et je m'empresse également de dire, encore une fois, et j'insiste, que la plupart des musulmans de France sont totalement en phase avec cette politique qui est menée, qui est une politique républicaine, qui vise surtout à assurer, à garantir la liberté d'expression, la liberté
de conscience et finalement la liberté individuelle, qui est par ailleurs protégée par la République française, qui en garantit partout le libre exercice. Mais il est un espace de vivre ensemble dans lequel, évidemment, les religions ne peuvent s'inviter et imposer leurs lois. Et c'est ce que nous avons voulu rappeler et qui a trouvé d'ailleurs une traduction avec l'adoption d'une loi visant à conforter les principes de la République à l'été dernier. Voilà, et donc je voulais prendre le temps d'expliquer un peu cette politique parce que la France est un pays de liberté, comme les États-Unis d'Amérique. Chacun, finalement, veut garantir cette liberté avec son cadre particulier de préservation et avec ses traditions nationales qui peuvent être évidemment très différentes d'un pays à l'autre. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. J'en termine rapidement parce qu'il n'y aura pas de place sur les questions sur la coopération transatlantique. Évidemment que cette coopération transatlantique, elle est à très haut niveau en matière de lutte antiterroriste. C'est vrai évidemment sur le terrain et dans l'engagement militaire. Je voudrais rappeler que la France a été le second contributeur à la coalition contre l'État islamique conduite par les États-Unis. C'est vrai également au Sahel, donc où la France s'engage, comme vous le savez, avec de nombreux partenaires, dont les États-Unis. Mais c'est vrai que nous sommes évidemment très engagés. C'est vrai, et je le rappelais tout à l'heure, en matière d'échange de renseignements, d'échange d'informations. Nous avons évidemment entre la France et les États-Unis une coopération de très haut niveau, comme c'est le cas avec d'autres pays, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, je ne crois pas, nous ne pensons pas que cette coopération sera entachée par une réorientation aussi des priorités de lutte antiterroriste telles que celles qu'on observe aux États-Unis d'Amérique, avec une concentration assez forte sur le terrorisme domestique, le terrorisme d'ultra-droite, le terrorisme local, suprémaciste. Je ne pense pas que cette réorientation mettra à mal la coopération extrêmement forte que nous avons sur le terrorisme islamiste sunnite. Et d'ailleurs, j'en suis d'autant plus convaincu que, y compris sur le terrorisme d'ultra-droite, nous devons avoir des coopérations, car même si entre les groupes qui peuvent agir en Europe et ceux qui agissent aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de lien opérationnel, il y a une coopération analytique qu'il nous faut avoir, parce que les ressorts, les motivations qui sont celles de ces groupes de part et d'autre de l'océan Atlantique sont exactement les mêmes. On retrouve les mêmes ressorts avec parfois le suprémacisme, beaucoup de complotisme, beaucoup de thèses d'ultra-droite, racistes et autres. Et donc, cette coopération analytique, il faut à tout prix que nous l'ayons. Voilà, pardon, j'abrège mon propos pour laisser la plus large place aux questions. Mais évidemment, c'était pour moi l'occasion de redire toute l'importance de notre partenariat et insister évidemment sur l'importance qu'il y a à bien mutuellement nous comprendre, entretenir et enrichir nos capacités pour mieux protéger évidemment nos concitoyens. Merci beaucoup, Laurent. Thank you very much. I want to remind everybody that you can ask your questions through the Q&A function. And if there's anybody who joined us late, on the bottom right-hand corner, you can click on whether you'd like to hear this event translated into French or translated into English. Laurent, I'd like to take the opportunity to ask you a few short questions, and then we'll open it up to the questions. Several have come in already. I'd like to first address the elephant in the room. Is U.S.-French counterterrorism security cooperation at risk of being impacted by the fallout of the AUKUS agreement and the submarine technology deal? On a, après l'annonce de l'accord AUKUS, il y a eu une crise de confiance entre nos deux pays. On ne peut pas le nier. Ça a été, évidemment, cette annonce a été très mal vécue. C'est une crise de confiance. On ne peut pas parler d'une simple querelle commerciale. Le président français a souhaité, avec le président Biden, qu'il y ait des concertations, des discussions bilatérales qui s'engagent. Voilà, nous sommes dans cette phase et elle va se poursuivre. C'est évidemment pour ça que je suis
ici aujourd'hui à Washington. Mais voilà, les discussions se poursuivent dans la plus grande transparence et avec la plus grande franchise. So the United States and France see the terrorist threats facing each country slightly differently. In the United States, we're paying a lot more attention to white supremacist and other domestic violent extremist threats. And as you noted, in France, the most pressing threats come from radical jihadist milieu, even as there are also far right and far left threats. But I wonder if coming off the Trump administration, which wasn't so supportive of multilateral agreements, and now more recently following the Biden administration's mishandling of the Afghanistan withdrawal, if there is a bigger background and foundation for French concern about the US commitment to the transatlantic counterterrorism cooperation to which we've become accustomed over the years. Je pense que la menace d'ultra-droite en France n'a jamais vraiment été négligée. Hein, donc je pense que je veux rétablir un peu l'équilibre là-dessus. On ne peut pas dire qu'il y a une priorité sur le terrorisme islamiste sunnite. C'est que c'est le terrorisme qui a été le plus important ces dernières années. C'était donc, de fait, c'était une menace prioritaire parce que nos services travaillent là où sont les menaces. Mais comme aux États-Unis depuis maintenant plusieurs années, nous constatons en France également que la menace d'ultra-droite monte en puissance. Hein, je vous disais, 6 groupes démantelés, avec des velléités de passer à l'action violente, et avec des ressorts et des motivations qui sont les mêmes que ceux qu'on constate aux États-Unis. Volonté de passer à l'action violente, si possible massive, pour déstabiliser le gouvernement, renverser donc les institutions, s'en prendre à un État qui serait dans une logique complotiste malveillant vis-à-vis de sa population, et ces individus, comme aux États-Unis, qui vont rentrer assez vite dans des logiques de clandestinité, ce qui n'était pas le cas en France de la mouvance ultra-droite il y a encore quelques années. Donc, on a un phénomène qui monte en France et qui se rapproche de ce qu'on observe aux États-Unis. Donc, évidemment que les services français et les services des États-Unis d'Amérique vont coopérer, mais sur cette thématique, parce qu'elle est importante, elle ne peut pas être négligée, mais comme nous le faisons d'ailleurs avec d'autres États qui ont les mêmes problèmes. Je peux citer d'autres États. Je vous disais qu'en France, on a eu 6 attaques déjouées, mais dans d'autres États européens, il y a eu malheureusement des personnes qui ont été victimes de ce terrorisme d'ultra-droite. Et donc, je regardais en Allemagne avec un préfet qui a été assassiné. Au Royaume-Uni, c'est une parlementaire en 2016 qui a été assassinée. Et puis, bien sûr, on a eu ce qui s'est passé avec Breivik en Norvège. Donc, on a une nécessité absolue de coopérer. Et en matière de lutte antiterroriste, notre coopération, elle a toujours été à un très haut niveau et elle se poursuivra, y compris sur ce sujet. I'd like to follow up on your comments about what some still refer to as the anti-separatism law. The bill's gone through multiple name changes, of course, reflecting its sensitivity. It started off as anti-separatism, ended up as a law to reinforce Republican principles. What I'd like to ask you is, what is the French government doing to make Muslim French citizens feel that this law is not targeting them, but is rather reinforcing Republican principles? Le gouvernement français fait beaucoup de choses. D'abord, c'est de travailler avec les représentants de la religion musulmane en France. Encore une fois, j'insiste, l'action qui est menée contre le séparatisme islamiste, contre l'islam politique, contre ceux qui veulent imposer une loi religieuse ou loi de la République, c'est une action qui est largement partagée dans la population française, et y compris, évidemment, par la population musulmane qui demande cette clarification, puisque cet islam politique nuit finalement à l'image des musulmans. Ils en sont parfaitement conscients. Après,
lorsque le président de la République a lancé cette politique résolue de fermeté contre cet islam politique, minoritaire sur le territoire national, hein, minoritaire. Il l'a fait dans un discours qu'il a prononcé en octobre 2020 au Mureau, qui est une commune de la région parisienne, et il a été très clair sur le fait qu'une partie des personnes qui tombaient dans les bras de la radicalisation et du séparatisme le faisaient parce que parfois la République française avait été moins présente en termes d'éducation, d'emploi, d'insertion. Et il y a eu donc, en même temps qu'a été annoncée cette mesure de lutte contre le séparatisme islamiste, il y a eu des mesures extrêmement positives, des mesures sociales, des mesures notamment de politique de la ville qui ont été annoncées. Pour nous, c'est extrêmement important. Il faut que ce soit une politique qui soit très équilibrée pour aussi tendre la main à ceux qui, parce qu'ils sont en difficulté, peuvent basculer dans la radicalisation, voire dans la radicalisation violente. Et puis, évidemment, cette politique que nous menons, eh bien sûr qu'il faut l'expliquer. Nous sommes sur une ligne de crête, c'est une démarche qui est compliquée, qui est difficile, et il faut évidemment, chaque fois qu'on le peut, l'expliquer, et l'expliquer, comme j'essaie de le faire aujourd'hui, partout dans le monde, partout dans le monde. Thank you. One of the most significant areas of disagreement between the United States and its European partners on counterterrorism relates to how to address extremist material on social media. It has to do with European ways of addressing privacy and America's way of addressing First Amendment rights related to freedom of speech. When you sit down with your American counterparts, what's your message to them on what you would like to see America do related to the social media giants? Il y a plusieurs aspects dans votre question sur les réseaux sociaux, en fait. Hein. Effectivement, il faudrait être naïf pour ne pas se rendre compte qu'une partie de la radicalisation violente passe par les réseaux sociaux, mais une partie aussi des discours de haine, de discrimination passe par les réseaux sociaux. Et là, effectivement, il faut qu'on ait une réaction qui soit distincte en fonction du sujet dont on parle. Sur le terrorisme et sur les contenus terroristes, il y a un règlement qui est en cours d'adoption, qui va d'ailleurs bientôt être adopté, pour lequel la France a beaucoup poussé, qui est d'obtenir le retrait des contenus terroristes dans l'heure. Et que ce retrait, d'ailleurs, obtenu dans un des pays européens, puisse l'être dans tous les États. Et puis, il y a un deuxième souci, ce sont les contenus qui, sans être terroristes, sont des contenus qui sont haineux, qui sont des contenus qui sont porteurs de discrimination, voire d'ailleurs des contenus aussi qui peuvent être de la manipulation d'informations. C'est un sujet important en ce moment. Et c'est là où nous avons évidemment besoin du concours des plateformes, de dispositifs d'autorégulation des plateformes qui leur permettent, un, de détecter ce type de messages, et deux, de les modérer, voire de les supprimer. Et dans le cadre d'une loi qui a été adoptée cet été, le gouvernement français a souhaité prévoir un certain nombre d'obligations pour les plateformes, d'obligations qui sont des obligations d'autocontrôle, de modération. Au niveau européen, d'ailleurs, se discute également un texte qui s'appelle le Digital Service Act et qui va avoir le même effet. Et pour nous, c'est effectivement extrêmement important que les plateformes rentrent dans une démarche de responsabilisation et qu'elles puissent retirer évidemment le plus rapidement possible ces contenus. Et puis, vis-à-vis de ces plateformes, on peut aussi avoir besoin, dans le cadre d'investigations en renseignement ou voire d'investigations judiciaires, à avoir accès à des contenus le plus vite possible. Et c'est là, évidemment, où le concours des services américains, qui peuvent être compétents compte tenu des lieux d'implantation de ces plateformes, est quelque chose d'absolument fondamental, notamment quand il s'agit de réquisitions judiciaire. Mais voilà, mais sur ces sujets-là, il y a beaucoup à faire. Nous faisons beaucoup, mais il reste encore beaucoup à faire.
So we have a lot of questions coming in, and a bunch of them relate to Syria. So I'm going to try and organize them together. Shortly after the revolution began, I was in Paris and I spoke to one of your counterparts who told me about young French Muslim teenagers who were telling their parents they were going to the south of France for spring vacation, but were in fact going to Syria for a week or two. I think many people forget that there were foreign fighters flocking to Syria long before there was ISIS or Jabhat al-Nusra. Are you at all concerned about the normalization of the Assad regime in terms of potential security threats to France? Alors, ce à quoi vous faites allusion, ce sont des jeunes gens qui sont partis effectivement en Syrie, en Irak, dans les années 2012, 2013, 2014, 2015, et qui sont partis, certains arguant de motifs humanitaires pour aller aider l'opposition, la rébellion syrienne, et dont on s'est rendu compte ensuite en réalité qu'ils sont partis en réalité combattre, ils sont partis s'inscrire dans un mouvement terroriste. Actuellement, nous n'avons plus de départ vers cette zone. Nous n'avons plus de départ vers cette zone. Il n'y a plus de jeunes qui veulent se rendre en Syrie, à part quelques exceptions qui, généralement, grâce à l'action des services de renseignement, sont détectées. Et donc, ça n'est plus un problème d'actualité. Donc voilà, donc on n'a plus de départ. La France a été concernée par les départs sur zone. Il y a eu un peu plus de 1400 personnes qui sont parties, donc françaises, qui sont parties en Syrie ou en Irak, ou d'autres nationalités parties de France. Donc c'est un chiffre tout à fait important, mais actuellement, ce n'est plus un sujet d'actualité. One of our participants asks a bit of a historical question. At the height of the point of ISIS in Syria from 2014, say, to 2016, what do you think was the relationship between ISIS and the Assad regime? I think what he's asking is, was the Assad regime in any way helping ISIS, doing business with them, releasing people from prisoners, etc. Alors moi, je ne répondrai pas à cette question qui dépasse le champ de mes compétences. Là, je ne suis pas dans mes compétences. En 2014-2016, ce que je sais et que tous les services de renseignement du monde savent, c'est qu'à ce moment-là, nous savons évidemment que Daesh est un mouvement terroriste. Nous savons évidemment qu'il y a des volontés de leur part de commettre des attaques terroristes. Voilà, à cette époque-là, on le sait, on sait très bien qui est Daesh. Il n'y a pas d'ambiguïté, en tout cas du point de vue des services français et des services d'ailleurs de renseignement occidentaux. Et je ne répondrai pas évidemment à cette question du lien avec le régime de M. Assad. So, following the withdrawal from Afghanistan, can you assess the external terrorism threat that you see emerging from Afghanistan following the Taliban takeover? In your view, is it likely that we will see the emergence of Al-Qaeda in Afghanistan with an intent to carry out attacks against the West? Le problème que pose la victoire des talibans en Afghanistan, il est pour les services de renseignement en matière de lutte antiterroriste, il y a 4 problèmes qui nous sont posés collectivement, finalement, d'où l'intérêt, évidemment, d'avoir un partenariat extrêmement fort dans l'observation de ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan. Le premier problème auquel il faut qu'on soit attentif, c'est est-ce que l'Afghanistan, depuis l'arrivée des talibans, va constituer une terre d'appel pour des djihadistes, un peu à l'image de ce dont on parlait à l'instant
concernant la Syrie et l'Irak et les années 2012, 2013, 2014. Nous pensons, côté service français, et pour ce qui concerne les ressortissants français, que c'est assez peu probable, parce que ce sont des zones plus éloignées. Il n'y a pas les mêmes réseaux de facilitateurs que nous avions pu le constater en 2012, 2013, 2014, 2015 pour la Syrie et l'Irak. Donc ces départs nous semblent moins probables. Il faut toutefois se souvenir qu'entre 1996 et 2001, c'était un peu moins d'une centaine de Français qui étaient quand même partis en Afghanistan à l'époque rejoindre l'Afghanistan. Donc on reste attentif à ça, mais ça c'est une première préoccupation. La deuxième, c'est celle qui est la nôtre avec d'autres pays, des criblages qu'il faut réaliser sur les individus qui bénéficient de protection parce qu'ils ont servi pour le compte de nos pays en Afghanistan et dont certains ont été rapatriés, qui donc font ensuite des demandes pour obtenir le titre de réfugié. La question des criblages de ces individus va être également fondamentale et elle s'effectue en France par les services spécialisés en lien avec leurs partenaires étrangers. C'est extrêmement important. Et puis, il y a une troisième préoccupation qui est très forte, évidemment, c'est la réimplantation ou pas de foyers d'Al-Qaïda, ce qu'il nous faut observer avec beaucoup d'attention. Est-ce que des dignitaires d'Al-Qaïda viendront s'installer en Afghanistan? Et puis, évidemment, est-ce que l'État islamique en Afghanistan, et notamment la wilaya Khorasan, va continuer à prospérer ou pas? Et ça va dépendre évidemment de la capacité des nouvelles autorités publiques afghanes à éradiquer ou pas la wilaya Khorasan, dont vous le savez, elle a déjà commis un certain nombre d'attentats assez importants. Donc ça, ce sera notre troisième préoccupation, parce que c'est certain que si des foyers de l'État islamique se reconstituent, enfin se renforcent en Afghanistan et où des foyers d'Al-Qaïda se renforcent, le risque de projection, il deviendra une réalité. Donc il faut qu'on soit extrêmement attentif à cette situation. Et puis il y a un quatrième effet auquel on est attentif, mais qui ne s'est pas produit, mais qui aurait pu se produire, c'est l'effet galvanisant, l'effet incitateur de cette victoire des talibans en Afghanistan, qui aurait pu conduire un certain nombre d'individus présents en Occident, se glorifiant de ce succès pour tenter de commettre des attaques endogènes sur le territoire des pays de l'Union européenne. Donc ça n'a pas été le cas, mais on reste évidemment attentif à tout cela. Voilà les 4 points d'attention qui ont été générés par la situation afghane, qui sont, pour ces 4 points, qui ne sont pas des points mineurs et sur lesquels, évidemment, nos services de renseignement, évidemment les services de renseignement français pour la France, la DGSI, la DGSE, le renseignement militaire, sont extrêmement attentifs et en lien très étroit avec nos partenaires. When the Biden administration explained the decision to withdraw from Afghanistan, one point it made was that there are more pressing venues where terrorism is happening today, pointing in particular to Africa. France, of course, has been very active in counterterrorism in Africa. So I'd first like to ask you how you perceive the nature of the terrorist threats from Africa to French interests in Africa, or to France itself back home? La France est intervenue en 2013 au Mali pour éviter que l'État ne bascule aux mains des terroristes, des djihadistes. Et la France continue à être engagée au Sahel dans le cadre de la force Barkhane, qui fait l'objet d'une adaptation. Donc la France, évidemment, reste présente dans cette zone. C'est une zone importante où il y a toujours Al-Qaïda, il y a l'État islamique. Les deux groupes ont des velléités d'expansion, donc il est important de pouvoir les combattre. C'est ce à quoi s'emploie évidemment la force Barkhane, avec les alliés locaux, avec nos alliés européens également, dans le cadre de la force Takuba, avec le concours de grands pays également. Et donc, notre but, évidemment, c'est d'éradiquer le terrorisme, mais il n'y a pas que des opérations militaires et antiterroristes qui sont menées là-bas, dans cette zone. Il est attendu aussi beaucoup des États
de cette région, notamment en termes de rétablissement de l'État, de rétablissement de la justice, de la police, sur certains des territoires de ces États, et de rétablissement évidemment de politique éducative, de politique sociale. Et c'est aussi une partie importante de l'action que nous menons sur ces territoires. Et voilà, et donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour la France, et cette zone-là est un foyer de djihadisme important, même si nous rencontrons et nous connaissons des succès qu'il faut saluer. On a eu encore l'élimination qui avait été rendue publique par le gouvernement français très récente du leader de l'État islamique, donc dans cette zone. Et donc évidemment que cette action, elle va se poursuivre avec nos partenaires de manière très ciblée sur la lutte antiterroriste. In your remarks, you spoke about a range of different types of terrorist threats, not just Sunni extremism, but also far right and far left. I'd like to ask you about Shia extremist groups as well. To start, can you speak about how you see the threat of Iranian state terrorism in Europe and in France in particular, especially coming off the plot targeting the Mujahideen Khalq MEK conference in Paris? Là-dessus, évidemment, ce sont des choses qui sont beaucoup plus confidentielles, hein, sur lesquelles, évidemment, que nous agissons contre toutes les formes de terrorisme. Moi, je n'ai pas d'autres commentaires à faire là-dessus que de rappeler que nous sommes vigilants sur toutes ces formes de terrorisme, de vous rappeler que, d'abord, c'est une affaire qui a été jugée en Belgique, hein, de vous rappeler que, évidemment, un attentat avait été déjoué à Villepinte sur le territoire national français, hein, c'était en 2018, hein, au mois de juin 2018. Voilà, donc évidemment que nous sommes vigilants sur toutes les formes de terrorisme, sans aucune complaisance, avec beaucoup d'attention. Et je rappelle cet attentat qui avait été déjoué, attentat qui visait le territoire national, hein, donc lors d'un congrès de l'OMPI à Villepinte, pour une affaire qui a été jugée en Belgique. So talking in details about Iran is a little too sensitive. Let's talk for a second about Lebanese Hezbollah, which it appears is still active not only in Europe, but in France. Of course, France participated in a very significant way in Operation Cedar, leading to the conviction of a Hezbollah operative in French court. In 2010, a Lebanese French professor in Lyon was used to rent a safe house in Cyprus where Hezbollah was storing ammonium nitrate. And we heard from the previous administration here that Hezbollah was moving ammonium nitrate through Europe, including through France. What is your sense of the threat from Hezbollah in France? C'est vrai que la France et les États-Unis n'ont parfois une position différente, hein, au sujet de la qualification des différentes branches du Hezbollah. Et je sais que vous êtes vous-même un spécialiste du sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais répondre de manière forcément pas très directe à votre question pour des raisons de confidentialité, mais ce que je peux vous dire, c'est que les services français s'intéressent à toutes les formes de terrorisme. Voilà. Il n'y a aucune information qui n'est pas prise au sérieux. Vous avez cité deux faits notamment, hein, donc voilà, aucune information n'est laissée de côté en matière de terrorisme, quels qu'en soient les auteurs. Voilà, les services français sont toujours très motivés, très concentrés sur ces questions. Et voilà, c'est pas de la langue de bois. Voilà, il y a un certain nombre de choses, évidemment, que je ne peux pas dire, mais soyez assurés que nous sommes très concentrés. Et encore une fois, s'il le fallait, je vous renvoie à ce qui s'était passé en juin 2018 et que j'évoquais tout à l'heure. It is a sign of a successful event and of tremendous interest in the speaker that we have far more questions than we will be able to answer this evening. But it is really wonderful that you are here for consultations
especially at a time of some tension between the US and France, to make sure that on the issue of counterterrorism in particular, the US-French historic exceptionally close cooperation continues. I want to thank you for taking time out of your busy schedule to spend this hour with us here at the Washington Institute. I want to thank your colleagues who've made this possible and my colleagues at the Washington Institute who made this possible, and wish you continued success in your visit here. I thank you all who've joined us in this webinar and look forward to being able to put the video and the text up on our website in due course. Have a good evening, everybody. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.